La femme est un animal aux longs cheveux et aux idées courtes. Une lame émoussée qui tranche l'air, brutale, implacable. Aujourd'hui, une relique amère de la misogynie philosophique. Mais que révèle-t-elle réellement? Arthur Schopenhauer, le pessimiste de la philosophie allemande. Un homme dont la vision du monde était aussi sombre que son esprit était aiguisé. Mais avant de l'enterrer comme un misogyne amer de plus, respire. Derrière la grossièreté, il y a une vérité dérangeante. Une vérité qui résonne dans le silence de l'expérience masculine. Quelque chose que peu d'hommes osent affronter. Certains disent bien que Schopenhauer ne haïssait pas les femmes. Il détestait ce que le désir pour elles faisait de lui. Il haïssait comment l'amour romantique, ou ce qu'il percevait comme une illusion cruelle, le rendait impuissant, secondaire, jetable. Derrière le cynisme acide, il y a une plaie ouverte, une question inavouée. Pourquoi semble-t-elle toujours vouloir quelque chose de plus? Pourquoi, même quand il y a des promesses, à tout moment, elle peut partir? Et pourquoi l'homme qui la remplace est si souvent une version plus grande, plus confiante, plus dominante, plus quelque chose que tu sens que tu n'es pas? Aujourd'hui, nous plongeons dans ces eaux troubles. L'hypergamie. Un concept rejeté comme une amertume masculine, mais qui bat, silencieux, dans la dynamique de nombreux couples, le pouvoir caché dans le choix féminin. Et surtout, le ressentiment qui grandit comme une ombre lorsqu'un homme se sent échangé, remplacé, jeté. Pour comprendre Schopenhauer, il faut descendre au cœur de sa philosophie, la volonté de vivre, Wille zum Leben. Pour lui, la réalité ultime n'est ni Dieu, ni la raison, ni la matière. C'est une force aveugle, irrationnelle, insatiable. Un élan cosmique qui pousse tout ce qui vit à s'accrocher à l'existence, à la perpétuation. Cette volonté, c'est la source de tout désir, et pour Schopenhauer, la source de toute souffrance. Car désirer, c'est manquer. Et la volonté, insatiable, n'est jamais satisfaite. Dans le schéma sombre de Schopenhauer, l'amour romantique n'est rien de plus qu'un piège biologique. Ce n'est pas le destin. Ce n'est pas une connexion spirituelle. C'est un leurre déguisé, un jeu calculé par la volonté de vivre, une force aveugle dont le seul but est de perpétuer l'espèce. Et voici l'ironie cruelle pour l'homme amoureux. Vous croyez choisir la femme que vous aimez, pour son sourire, son intelligence, la façon dont elle vous fait sentir unique. Vous croyez que cet amour est l'expression la plus pure de votre individualité. Mais Schopenhauer rirait de cette pensée. Il dirait que vous êtes manipulé. Ce n'est pas vous qui choisissez. C'est l'espèce. C'est la volonté. Elle utilise vos sentiments comme un appât pour garantir la combinaison génétique la plus avantageuse. Et la femme? Pour Schopenhauer, quand une femme choisit un homme, le choix n'est pas basé sur la bonté ou la profondeur. C'est un calcul froid, instinctif, inconscient. La nature se pose des questions. Cet homme peut-il me protéger, moi et mes descendants? A-t-il des ressources, de la vigueur, des caractéristiques génétiques avantageuses? Ce sont ces questions qui résonnent derrière les yeux, derrière les sourires. Ce ne sont pas des questions posées à haute voix. Ce sont des commandes invisibles, codées par l'instinct et polies par des millions d'années d'évolution. Pour Schopenhauer, c'est cela qui motive le désir féminin, une impulsion implacable dictée par l'instinct de survie de l'espèce. Et lorsque cette dynamique est exposée, un terme émerge. L'hypergamie. Dépouillons ce mot de tout embellissement. C'est la tendance des femmes à chercher des partenaires perçus comme supérieurs, plus forts, plus puissants, plus dominants. Ce qui était une observation sociologique est devenu un champ de mines émotionnelles, parce que la réalité crue d'un instinct, vue par l'homme qui se sent rejeté, se transforme facilement en poison. Un poison qui ronge de l'intérieur, transformant la frustration en ressentiment, le désir en colère, l'amour en amertume. Ça fait mal. Si vous êtes un homme, vous l'avez déjà ressenti. Vous avez tout donné. Vous avez été loyal, aimant, attentionné. Vous avez fait des efforts pour être un bon partenaire. Vous avez mis votre cœur,
votre temps et vos ressources sur la table. Et puis, un jour, peut-être brutalement, ou après un lent éloignement que vous n'avez pas remarqué, elle s'en va. Elle vous abandonne. Le coup est encore plus cruel lorsque, peu de temps après, vous la voyez avec un autre homme. Et cet homme semble rarement inférieur à vous. Au contraire, il est plus grand, plus musclé, plus accompli. Il dégage de la puissance. Il est plus quelque chose que vous, apparemment, n'étiez pas. Quelque chose que vous n'aviez pas en quantité suffisante. La question est inévitable. Est-ce une trahison personnelle? Un manque de loyauté? Un acte calculé d'égoïsme? Ou était-ce quelque chose de beaucoup plus impersonnel? Quelque chose d'instinctif, presque mécanique? Était-ce simplement la sélection naturelle en action? Depuis sa tour de pessimisme, Schopenhauer donnerait une réponse froide. C'était la volonté. Ce n'est pas elle, consciemment, qui vous a rejeté. C'était l'espèce. La force aveugle et irrationnelle, qui utilise les corps et les émotions comme des marionnettes. Elle a choisi un concurrent génétique ou social supérieur, garantissant ainsi sa perpétuation. Pour Schopenhauer, elle ne l'a pas fait consciemment. Tout comme vous n'avez pas consciemment choisi d'aimer. Tous deux êtes des pantins d'une force plus grande. Un courant souterrain qui vous entraîne tous deux vers l'impératif biologique de perpétuer l'espèce. Et cette vision n'est pas seulement dure, elle est dangereuse, parce qu'elle sème le ressentiment. Elle transforme la douleur du rejet en une narration qui déshumanise la femme, la réduisant à un agent inconscient de la volonté aveugle. Ce ressentiment, né du sentiment d'être remplaçable, peut devenir un poison silencieux. Il ronge de l'intérieur, transforme la frustration en amertume, le désir en hostilité, l'amour en mépris. Schopenhauer était l'exemple vivant de ce cycle. Il n'a pas seulement théorisé la cruauté de la volonté, il l'a incarnée. Sa biographie est marquée par des relations toxiques. Une mère indépendante, sociable, qui le méprisait. Des relations amoureuses ratées, rejetées, remplacées, ignorées. Schopenhauer n'a pas traité la douleur, il l'a projetée. Il a transformé la femme en symbole de trahison, en agent de la volonté aveugle. Ses écrits sur les femmes sont acides, imprégnés d'un mépris qui va bien au-delà de la philosophie. Mais voici la clé. La misogynie de Schopenhauer n'est pas née seulement de la haine. Elle est née de l'humiliation, de la sensation viscérale d'être insuffisant, d'être comparé, jugé déficient, remplacé par quelqu'un perçu comme supérieur. C'est le cri étouffé de l'ego blessé, travesti en cynisme philosophique. Ce ressentiment masculin, résultat d'une blessure hypergamique réelle ou perçue, ne se manifeste que rarement par des larmes. Nous vivons dans une culture qui pénalise la vulnérabilité masculine. Alors, il se déguise. Il revêt le masque du cynisme. Toutes les femmes sont pareilles. Elles ne veulent que l'argent et le statut. L'amour est stupide. Ne tombe jamais amoureux. Ce discours est un bouclier. Un sarcasme qui masque la douleur. La douleur d'un homme qui a aimé de tout son être et qui n'a pas été désiré avec la même intensité. Il a pris soin. Il a pourvu. Il a protégé. Et il a été remplacé par quelqu'un perçu comme plus fort, plus riche, plus dominant. Et cette frustration, lorsqu'elle n'est pas exprimée, pourrit. Elle se transforme en ressentiment. Elle fermente dans des forums où des hommes blessés se nourrissent de l'écho amer de leur propre douleur. Elle contamine des discours qui peignent toutes les femmes avec la même teinte de déception. Mais cela signifie-t-il que les femmes sont intrinsèquement mauvaises, calculatrices? Schopenhauer, au sommet de son venin, semblait le croire. Mais il y a une autre couche. Et si, au lieu de juger, on considérait l'hypergamie comme un instinct? Une impulsion sculptée par la survie, forgée au cours de millions d'années? Imaginez le contexte ancestral. Chaque jour était une lutte contre la mort. Une femme qui choisissait un homme faible mettait sa vie et celle de ses enfants en péril. Choisir le plus fort, le plus habile, le plus dominant n'était pas un luxe. C'était une stratégie de survie. Cet instinct bat encore, même si le contexte a changé. Aujourd'hui, le combat n'est plus contre les prédateurs,
mais contre le vide existentiel. La bataille n'est plus pour la survie physique, mais pour la survie émotionnelle. Certains hommes se perçoivent comme des victimes de cet instinct. D'autres le transforment en cynisme. Ils répètent le cycle de ressentiment que Schopenhauer a vécu, écrit et est mort, sans jamais briser. Nous vivons dans des sociétés plus sûres, mais les instincts primitifs n'ont pas disparu. Ce radar primitif est toujours là, opérant en arrière-plan, même si les dangers ont changé de forme. Aujourd'hui, le risque n'est plus le tigre à dents de sabre. Le risque, c'est la médiocrité, la stagnation. L'homme qui ne projette pas d'élan, qui ne vibre pas, qui ne trace pas de chemin. Et c'est ici que l'image de l'homme bien s'effondre. Être loyal, gentil, bien intentionné ne suffit pas. Pas même l'aimer profondément. Pour allumer le désir viscéral et le maintenir vivant, il doit être plus. Il doit être un homme en mouvement. Un homme qui rayonne un but. Un homme qui défie. Pas parce qu'elle est matérialiste, mais parce que, tout comme le désir masculin pour la jeunesse et la fertilité, le désir féminin suit un radar biologique. Elle veut sentir qu'elle est aux côtés d'un homme qui la pousse vers l'avant, et non qui la tire vers le bas. Si nous acceptons la prémisse de l'hypergamie, même partiellement, que peut faire un homme pour ne pas sombrer dans l'abîme du ressentiment schopenhauerien? Comment cicatriser cette blessure sans se noyer dans le cynisme ou l'amertume? Le premier pas est d'accepter la réalité telle qu'elle est, sans l'adoucir avec du romantisme naïf, ni l'empoisonner avec du mépris cynique. Accepter l'hypergamie ne signifie pas se résigner à être victime de la biologie. C'est apprendre à utiliser la tempête à son avantage. On peut maudire la pluie ou apprendre à dompter l'eau. De la même manière, un homme peut passer sa vie à ressentir du mépris pour le désir féminin, se sentant victime des critères sélectifs. Ou il peut comprendre cette dynamique et la transformer en carburant. Schopenhauer, même dans son amertume, a laissé une piste précieuse, même s'il ne l'a jamais suivie lui-même. La douleur du rejet ne se guérit ni par la haine, ni par le mépris des femmes, ni en essayant de les manipuler ou de les satisfaire servilement. La guérison passe par un changement radical d'approche. Arrête de chercher la validation extérieure. Construis-la intérieurement. Ne rivalise pas obsessionnellement avec d'autres hommes pour le désir féminin. Cette compétition est un puits sans fond, où tu commences déjà perdant. Ton estime de soi devient otage de facteurs que tu ne contrôles pas. Au lieu de cela, deviens l'homme que tu respectes. L'homme qui n'a pas besoin d'applaudissements ou de validation constante pour sentir sa valeur. Car l'homme qui cherche constamment l'approbation dit au monde, et à lui-même, qu'il ne se sent pas suffisant. Et c'est là l'essence du ressentiment schopenhauerien. C'est une course humiliante qui te place en position de manque. À la place, combat férocement contre la version de toi-même que tu étais hier. Où pouvez-vous grandir? Renforcez votre corps. Élargissez votre esprit. Acquérez de nouvelles compétences. Lisez davantage. Apprenez davantage. Développez votre intelligence émotionnelle. Trouvez un but qui dépasse la simple quête d'un partenaire. Un axe qui vous maintient concentré, ferme, inébranlable. Même lorsque les marées changent. Construisez votre indépendance, votre stabilité financière. Pas pour impressionner ou conquérir quelqu'un, mais pour vous sentir solide en vous-même. Et là, un paradoxe se produit. Lorsqu'un homme s'engage sincèrement dans sa propre croissance, non pas pour impressionner mais par loyauté envers lui-même, il commence à rayonner une qualité différente. Il devient plus confiant, plus concentré, plus impénétrable. Il cesse de mendier de l'amour ou du désir. Il attire naturellement, sans effort apparent. Si l'amour n'arrive pas, si la relation prend fin, le coup ne vous détruit pas. Parce que votre valeur ne dépend pas d'être choisie. Votre centre de gravité est en vous. C'est cela, le véritable surhomme. Pas celui qui collectionne les conquêtes pour gonfler un ego fragile, mais celui qui se surpasse lui-même, qui domine ses propres faiblesses, ses propres peurs, ses propres ressentiments. Nietzsche admirait et critiquait Schopenhauer. Il a apporté un contrepoint brutal. L'homme supérieur ne soumet pas les autres. Il se transcende lui-même.
Revenons à la prémisse. Elle veut quelque chose de mieux. Un radar instinctif à la recherche d'optimisation. Statut, sécurité, vitalité. Mais et si, au lieu d'une trahison, cela était une invitation? Un appel à vouloir aussi quelque chose de meilleur, à ne pas se complaire, à ne pas stagner. Oui, elle possède ce radar. Mais cela ne signifie pas que vous viviez sous la tyrannie de ses jugements. Vous avez aussi le devoir d'aspirer à votre propre grandeur, quelle qu'en soit la définition. La question est simple, mais vitale. Ne mendiez pas l'amour. Ne vous attachez pas à la solitude par peur. N'haïssez pas ce que vous ne pouvez contrôler. Construisez votre royaume intérieur. Oui, elle peut partir. Elle peut te comparer. Elle peut juger tes défauts. C'est sa liberté, la douloureuse, incontrôlable, imprévisible liberté de l'autre. Mais toi aussi, tu as un choix. Tu peux te regarder dans le miroir et décider « Je vais devenir si complet, si inébranlable, que l'abandon ne sera plus ma plus grande peur. » La véritable confiance, celle qui est réellement magnétique, ne vient pas de la certitude qu'elle ne partira jamais. Elle vient de la certitude que, si elle part, tu resteras intact. La véritable confiance ne vient pas de la certitude que tu ne seras jamais abandonné. Elle vient de la certitude que, si cela arrive, tu survivras. Ton monde ne s'effondrera pas. Tu as les ressources internes et externes pour avancer, reconstruire, grandir. Quand tu connais ta valeur, quand ton bonheur ne dépend pas d'être choisi ou approuvé par qui que ce soit, c'est là que tu deviens irrésistible. Parce que la liberté est magnétique, le contrôle de soi est magnétique, l'absence de désespoir est magnétique. Et toi, qui es arrivé jusqu'ici, sois brutalement honnête avec toi-même. As-tu déjà ressenti le poids écrasant de ne pas être suffisant? As-tu déjà fait face au miroir, dévasté par la sensation de ne pas être le meilleur pari sur le marché du désir? As-tu déjà transformé cette douleur en cynisme et en amertume? Ou as-tu utilisé cette douleur comme carburant? Au lieu de te noyer dans le rejet, l'as-tu converti en force motrice, en une croissance silencieuse, inébranlable? La réponse n'est pas simple. Le chemin est solitaire, mais c'est la seule voie vers la véritable souveraineté. Alors, arrête-toi, réfléchis. Si tu le souhaites, partage dans les commentaires. Parce que ces idées ne sont pas une fin, elles sont un commencement. Un début pour comprendre non seulement le désir féminin, mais aussi la profondeur de ton propre désir, ce que tu veux vraiment construire. Si ce voyage à travers les idées sombres et dérangeantes de Schopenhauer a touché quelque chose de profond en toi, peut-être est-il temps d'aller plus loin. Pas pour trouver quelqu'un à blâmer, pas pour nourrir de vieilles rancœurs, mais pour comprendre. Comprendre que la nature humaine est un champ de bataille entre le désir de contrôle et l'acceptation de l'imprévisibilité, entre le désir d'être désiré et le besoin de se suffire à soi-même. Parce qu'au final, c'est de cela qu'il s'agit, pas de contrôle, mais de force intérieure. Merci d'avoir écouté. Ton miroir intérieur te regarde à nouveau. Maintenant, choisis, traverser ou te cacher. Tu es arrivé jusqu'ici, et cela signifie que la porte s'est ouverte pour toi, celle que Schopenhauer a tenté de garder fermée, tout en luttant contre son propre abîme. Et maintenant, tu es face à un miroir qui ne reflète pas le corps, mais la plaie béante de ne pas avoir été choisi. Schopenhauer le savait. Il a vu ce que beaucoup d'hommes n'ont pas encore osé regarder. Et toi, tu es resté jusqu'à la fin, affrontant un secret acide, avalant une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Merci de ne pas avoir fui, de ne pas t'être caché derrière le cynisme facile, de fixer l'abîme sans détourner le regard. Te souviens-tu de cette fois où tu as été remplacé? De cette sensation d'avoir été échangé contre quelqu'un de plus grand, plus confiant, plus quelque chose que tu n'étais pas? Et si, au lieu de ressentiment, c'était un appel, un murmure qui te dit « Arrête de mendier. Commence à commander. » Commente. Le rejet est un abîme ou une impulsion. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu es prêt à quitter la surface et à plonger dans les profondeurs.
Et dans le club des membres, c'est là que les masques tombent et que les miroirs se brisent. Là où on ne supplie pas pour l'amour, on conquiert le pouvoir intérieur. Là où Schopenhauer a trouvé la douleur, mais Nietzsche a trouvé la force, vient devenir l'homme qui ne supplie pas, l'homme qui commande. Le prochain pas, il est juste à côté, dans la vidéo suivante. Mais attention, certaines vérités blessent avant de libérer. Si tu as le courage, on se retrouve là-bas, dans 5 secondes, en silence.